Le sujet du jour, n'aidons-nous que ceux qui nous ressemblent? Le don est-il conditionné? Plus généreux, moins généreux, au même titre que le reste de l'humanité, je pense. Ça, c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous prennent en photo. Donc en fait, que tu l'aies fait par bonté de cœur ou simplement parce que tu vas gagner même plus d'argent derrière, donne, on s'en fiche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Life Talk, le premier talk show du monde associatif proposé par Life ONG qui depuis 14 ans œuvre dans 25 pays en menant des actions concrètes et orientées autour de 4 volets d'intervention. Donc on a la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement et l'hygiène, l'éducation et la protection de l'environnement. Si vous voulez devenir des life changers, je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire des dons via le lien qui se trouve dans la barre d'information. Et si vous voulez interagir sur l'émission, vous pouvez le faire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de partager, de vous abonner. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons traiter d'un sujet qui est au cœur de l'univers associatif. Nous allons parler du don et de toutes les questions de bienséance que l'on est obligé de se poser lorsque l'on souhaite aider les nécessiteux. Mais tout d'abord, nous allons faire un petit tour de table car j'ai des invités de premier choix aujourd'hui. Donc on va commencer par les hommes parce que nous sommes également. Donc on a Kevlar Dayet. Exactement. Comment vas-tu? Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Écoute, on va tous super bien et on est contente de t'avoir parmi nous. Du coup, donc toi, tu es nutritionniste et créateur de contenu. Exactement. Donc raconte-nous un petit peu ce que tu fais et en quoi le don, ce sujet t'intéresse. Moi, je suis nutritionniste, donc j'aide les personnes à se sentir mieux dans leur corps à travers l'alimentation. Pas forcément avec des régimes amaigrissants ou autres, mais simplement à se reposer des questions, à se recentrer sur soi-même, à se dire comment est-ce que je peux faire pour être mieux au quotidien, mieux dans ma peau. Et puis si ça passe par une perte de poids, ça peut passer par une perte de poids. Si ça ne passe pas par une perte de poids, ça ne passera pas par une perte de poids. Mais aider les personnes à se réconcilier avec elles-mêmes. Et après, pour tout ce qui est associatif, j'ai toujours été de mon côté à moi personnellement, je ne vais pas dire assez engagé, mais assez sensibilisé à ça, si je pouvais aider ou faire des actions. Et c'est quelques années auparavant, avec ma société Kevlar Diet, où je me suis vraiment intéressé à ça parce que je me suis dit, maintenant, je bénéficie d'une certaine audience, d'un certain rayonnement. Et je me suis dit, ce serait bête de ne pas en faire profiter les autres. Et du coup, ça fait quelques années maintenant que je travaille aussi avec d'autres associations, comme Muslim Hands, où on avait fait une marche de Toulouse à Paris, à pied, pour financer des bus scolaires, justement. Et c'est vraiment là où j'ai été plongé pendant 2 semaines en immersion totale dans le monde de l'associatif. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait prendre conscience de l'impact que l'on peut avoir à travers les réseaux sociaux, à travers notre travail, à travers aussi ce qu'on peut apporter aux gens. Et je me suis dit, c'est trop bête de pas partager ça. Du coup, je me suis dit, c'est entre guillemets une mission que je me suis donnée, c'est d'essayer d'œuvrer. Et c'est pour ça maintenant qu'à chaque année, il y a un programme Ramadan qui sort, qui est au prix symbolique de 10 €. Et il y a une partie des bénéfices qui est redistribuée pour les nécessiteux. Et chaque année, on construit des puits. On construit des puits. Et puis, le but du jeu, c'est de construire le plus de puits possible. C'est tout à ton honneur. Hein. C'est une très belle initiative, en tout cas. Donc, juste à côté de toi, nous avons une belle jeune femme qui s'appelle Afsa, qui est psychologue et spécialisée dans la prise en charge des personnes migrantes. Donc, je suis psychologue clinicienne diplômée, spécialisée en ethnopsychiatrie, la prise en charge psychique et psychiatrique des personnes qui sont d'une ethnie différente. Et je travaille jusque-là donc en protection de l'enfance avec les mineurs migrants isolés. Donc ce sont des migrants de moins de 18 ans qui sont arrivés seuls, sans parents, sans famille, et donc qui sont pris en charge par l'État. Donc, dans ce cadre-là, forcément, on est en contact avec des associations parce que parfois leur famille peut être ailleurs en Europe, parfois leur famille est encore sur le trajet, ils ne savent pas où ils sont, parfois leur famille est encore au pays et on essaye de les accompagner à travers leur exil, leur trauma pour faire en sorte qu'ils aillent mieux et qu'ils se trouvent un avenir plus sécure ici en France. C'est très beau ce que tu fais et merci de nous donner l'honneur de ta présence en tout cas. Donc on va en parler parce que je pense que tu as pas mal de choses à dire et pas mal d'anecdotes. Donc de ce côté, on a notre belle Nagui. Comment tu vas? Ça va et toi? Que tu sois là, merci beaucoup. Nagui qui est créatrice de contenu et qui est aussi engagée dans l'association Get Up. Exactement. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Je m'amuse un peu. Et à côté de ça, je travaille chez Get Up. Donc Get Up, c'est une association, c'est pas dans l'humanitaire par contre, mais
mais c'est une association qui a pour but la revalorisation des quartiers populaires. Et on lutte vraiment pour plus de justice sociale, en fait, à travers plusieurs pôles et plusieurs actions, notamment le numérique avec le pôle média, mais aussi des actions avec de la jeunesse. Donc, on a un pôle éducation, également le pôle recherche, où on va créer plus de données positives sur les quartiers populaires. Du coup, voilà, c'est un peu ce que je fais, moi. Et je lutte, enfin, j'essaye aussi de m'engager sur l'humanitaire, mais ça, c'est plus récent, on va dire. Tu as travaillé récemment avec Life et Ouais. on a Marie-Laure juste à côté de toi qui représente Life ONG. Comment tu vas, Marie-Laure? Ça va très bien, et toi? Écoute, super, merci d'être là. Donc, pour un petit rappel, que fais-tu chez Life et qu'est-ce qui est important à mettre en avant justement sur l'association Life? Alors, à propos de Life, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais moi, je suis donc chargée des relations institutionnelles de Life, ce qui veut dire tout ce qui est le lien avec les ambassades, les ministères et autres autorités qui peuvent exister, et également avec les regroupements d'ONG qui existent en France et ailleurs. Et à propos de Life, je pense que une des choses qui m'a le plus attirée et qui est très touchant, on va dire, à propos de cette ONG-là, c'est que en fait, Life, c'était pas une ONG humanitaire au départ, ça n'avait même pas vocation à le devenir. C'était une association de quartier. Voilà, c'est un groupe d'amis qui a voulu se mettre ensemble pour aider leur quartier. Et en fait, tout est parti de donateurs parce qu'ils ont voulu se lancer un défi, aller construire un puits en Afrique. Et c'est toute leur communauté, tous les gens qu'ils connaissaient, qui se sont mobilisés, qui ont donné et qui ont en fait contribué à créer Life aujourd'hui. Spéciale dédicace à Tarek, le fondateur de Life, Tout à qui fait. nous avait déjà raconté cette histoire incroyable. Et regardez, maintenant, on fait de grandes choses, on fait même des émissions et on débat sur des sujets qui sont importants dans le monde de l'associatif. Le sujet du jour, c'est n'aidons-nous que ceux qui nous ressemblent? Le don est-il conditionné? Donc c'est la question qu'on va essayer, à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Donc déjà, un petit tour de table. À quelle catégorie de personnes avez-vous déjà fait de la charité? Est-ce que vous avez des anecdotes? Donc en général, en règle générale, on va commencer par les hommes. On est d'accord. Non, il n'y a pas de catégorie de personnes. En vrai, peut-être avant, je me disais non, il faut que ça soit des personnes qui soient réellement dans le besoin ou autre. En vrai, maintenant, quelqu'un qui est dans le besoin, peu importe sa situation, si je peux donner, je donne. À partir du moment où je sais que cet argent, entre guillemets, sera bien utilisé dans le sens où ne sera pas volé. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas où ça a été détourné, etc. Mais à partir du moment où je sais que c'est quelque chose de carré, que ce soit un blanc, un noir, un jaune, un violet, un vert. Toi, tu n'as pas de... Non. Afzab, donc toi, tu donnes aussi beaucoup de ta personne et de ton temps, notamment par rapport à ton travail. Absolument. Et concernant les dons de manière générale, plus financière, plus matérielle, je pense que moi, j'avais plus tendance à donner à des causes qui me parlent, à des causes auxquelles je m'identifie. On peut parler par exemple de la situation en Palestine, en Syrie, en Turquie récemment. C'est vraiment ce genre de causes qui vont me porter, ou à l'inverse, des causes beaucoup plus locales, par exemple les associations de la ville ou du quartier, ou en tout cas les personnes soit proches de chez nous, soit des grandes causes qui me parlent à moi personnellement. Et toi, donc du coup, Nagui? Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup passer par les associations, justement pour éviter tout ce qui est détournement, etc. etc. Donc, surtout pour l'humanitaire, je passe beaucoup par les associations, notamment Life, et vous pouvez faire des dons, vous aussi. Et après, je te rejoins à ça sur vraiment les associations de quartier ou vraiment la très proche proximité. Si je sais que, par exemple, des amis de la famille, etc., où vraiment, là, il y a une certaine... Toi, tu es issu de quartier également. Oui, Est-ce qu'il y a exactement. des choses en grandissant qui t'ont déplu et qui tu as voulu changer à travers... Au niveau des dons, au contraire, moi je trouve, en tout cas moi où j'ai grandi, il y avait beaucoup de générosité et beaucoup d'initiatives qui étaient prises justement, de création d'associations. Il y avait des dîners solidaires qui étaient créés, etc. Donc moi ça m'a plus poussé au contraire à justement aller vers l'associatif. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai eu notamment une anecdote où il y a une personne qui m'a demandé dans la rue, est-ce que tu peux me prendre... Il y avait un vendeur à la sauvette de fruits qui m'a demandé, et une dame qui m'a demandé, est-ce que tu peux me prendre quelque chose? Je lui ai dit, ah oui, pas de souci. En plus, elle me raconte un peu, mon mari, il est malade, etc. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Oui, tu peux... Elle m'avait demandé un fruit ou quelque chose, des bananes. Oui, des bananes, c'était ça. Et une fois arrivée devant le vendeur, je lui ai dit, par contre, j'ai pas beaucoup d'espèces. Elle me demande, est-ce que tu as de la carte? Je dis, oui, il y a la carte. Il prend la carte, c'est bon. Et une fois que je lui ai dit ça,
Elle a tout pris, des bananes, des abricots. Et en soi, moi, ça me dérange pas. Voilà, de donner, ça me dérange pas. Mais en plus, à l'époque, j'étais étudiante. Voilà, donc. C'est vraiment une chose qui est ancrée dans ton quartier. Oui. Ouais. Ça, c'est vraiment. Après, on essaye de faire attention quand même, comme je t'ai dit, de prendre des gens un peu, pas de confiance, mais où on sait un peu notre argent, il va aller où, je pense. D'accord, ok. Et du coup, Marie-Laure, est-ce que tu penses que, de manière générale, on aide que ceux qui nous ressemblent ou pas du tout? Je pense qu'il y a forcément une sensibilité. On a des sensibilités personnelles, des gens qui parfois ont des parcours qui font qu'on est sensibilisé à certaines causes plus qu'à d'autres. Dans notre parcours personnel aussi, c'est possible de rencontrer certaines situations, d'aller sur le terrain, de voir des émissions qui peuvent nous marquer et nous dire j'ai envie de m'investir là-dedans, j'ai envie de protéger, que ce soit l'environnement, les animaux. Il y a énormément de causes aujourd'hui, donc je pense que oui, dans une très grande majorité, beaucoup de gens ont besoin de s'identifier à une situation ou à une cause pour avoir envie de s'investir. Après, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est totalement ancré. Il y a aussi beaucoup de gens qui se disent qu'il y a des situations sur lesquelles eux-mêmes ne sauraient pas par où les prendre, entre guillemets, pour les démêler, et donc font appel à notamment des ONG qui interviennent dans beaucoup de domaines qui sont parfois très différents les uns des autres, et se dire je vais donner à cette personne-là en me disant c'est son mandat de savoir quels sont les besoins et d'aller justement aider ceux qui en ont le plus besoin. Et aussi, si je peux rajouter un truc, les ONG souvent facilitent justement le don. Parce qu'on se dit, voilà, j'ai pas à aller acheter quelque chose pour le donner. Même avec etc. ils ont des applications. Ouais, voilà, des applications, un clic, ouais. tu rajoutes juste les chiffres, etc. Et eux, ils font ce cheminement d'aller directement sur le terrain. Donc c'est vrai que les ONG facilitent beaucoup le don. Et la connaissance de toutes les problématiques qui peuvent exister. Ça se trouve, tu vas envoyer des vêtements, mais ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de riz. Oui, c'est vrai. Au moins, ils peuvent filtrer et savoir directement les besoins que chaque personne dans la nécessité a. Voilà. Donc, mais ça relève une autre chose. Vous, est-ce que vous avez envie de voir les résultats immédiatement de ce que vous avez donné, ou vous faites confiance à l'ONG sans forcément avoir un suivi ou un lien qui se tisse? Ça va dépendre de l'ONG. Ouais. Parce que moi, pour la petite anecdote, j'avais jamais donné à une seule ONG de toute ma vie. Parce qu'il y avait trop de... Même ne serait-ce que... C'était quoi l'Arche de Zoé. Quand ils emmenaient les enfants et que finalement, il y avait trop de trucs. Je me disais, c'est des menteurs, ça se trouve, ils vont mettre... Et après, j'avais vu une fille avec qui moi je travaillais, qui est ambassadrice de l'eau chez Muslim Hands. Je me disais, attends, si elle fait ça, c'est que c'est un truc carré, c'est bon, même pour Life. Life, moi je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est quelqu'un que je connais, Philippe Robichon, justement, qui anime Beurre FM, la chronique AVS, qui m'a dit, moi j'ai mon ami Tarek, en plus il te connaît. Et du coup, on a échangé avec Tarek et je me dis, Philippe, si Philippe, il me recommande Life, c'est que c'est quelque chose... Mais c'est vrai que j'avais du mal avec les... En fait, avec les liens de tes amis. Il y a eu trop de scandales. De dire où est-ce qu'il va mon argent. Un petit rappel, l'Arche de Zoé, pour ceux qui ne sont pas au courant. C'était fou. Voilà. Ils disaient qu'ils emmenaient les enfants en voyage, etc. Et en fait, il y avait des abus sur les enfants. Je sais plus, c'était il y a peut-être une dizaine d'années, un truc comme ça. C'était fou. Et en fait, toutes les ONG, tu te dis, mais peut-être que lui c'est un menteur, ou peut-être qu'en fait là, machin. Et du coup, tu n'as plus trop confiance. Et tu te dis, où est-ce que je vais donner? Parce que des fois, tu donnes dans des causes. Tu dis, mais attends, ça fait des années on donne, il n'y a rien du tout. Alors que Econ, il est venu, il a fait l'électricité. Donc tu te dis, c'est bizarre. Et le fait d'avoir confiance dans l'ONG, c'est fondamental, et de savoir que c'est quelque chose de solide, c'est fondamental. Clairement. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'aime bien avoir des... Excuse-moi, je t'ai dit. J'aime bien avoir des résultats, voir les résultats autre que pour la confiance, juste pour voir aussi, je sais pas, me sentir un peu utile. C'est vrai. Tu vois, quand tu vois, je sais pas, que t'as fourni peut-être de l'argent pour un puits, pour un orphelinat, tu vois le et que t'as un retour. Tu vois, et même, je pense qu'il y a quelque chose qui te remotive ou qui te donne envie de continuer. C'est plus concret, que tu vois. Surtout tout à l'heure, on parlait des applications. Quand tu es là, avec l'appli, c'est pas pareil. Même quand tu prends les prélèvements. Oui, tu prends des prélèvements, ça reste quand même loin, tu vois. T'as pas ce contact direct. Alors que si tu as un résultat, tu dis, ah ouais, j'ai contribué à ça. Ouais, c'est vrai.
Si je peux rajouter, ce quelque chose qui va te donner envie de continuer à donner, c'est ce qu'on appelle le circuit de récompense dans le cerveau. C'est-à-dire que quand on donne, on fait un acte qui est socialement valorisé. Et donc, on a le circuit de récompense au niveau des neurones dans notre cerveau qui va s'activer. Et on ressent une satisfaction. Comme si nous, on avait été récompensés, même si on n'a pas de retour des personnes. On est fiers de nous, on est content et on veut continuer. Et je trouve ça intéressant que tu dises que tu aimes bien avoir un retour parce que les psychologues ont élaboré que pour avoir cette récompense émotionnelle, parce qu'on peut donner sans avoir cette récompense émotionnelle. Ça dépend dans quel contexte on donne. Mais pour avoir cette récompense émotionnelle, ils disent qu'il y a 3 critères. Le premier étant qu'il faut qu'il y ait un lien social qui a été tissé, donc soit avec l'ONG, soit avec les personnes directement, soit avec l'association. Il faut qu'il y ait une perception de l'incidence de notre don, c'est-à-dire qu'on voit la conséquence et le résultat et l'action que notre don a pu permettre. Par exemple, voir le puits être creusé, voir les enfants aller à l'école, voir les affaires être achetées. Et enfin, la liberté de choix. Le fait de réellement choisir par nous-mêmes. Et s'il n'y a pas ces 3 éléments, le circuit de récompense, il ne va pas s'activer. Et donc, en fait... On aura moins envie de recommencer. Voilà. Ça ne va pas raviver cette envie de recommencer à donner. Du coup, je pense que c'est des tips qu'elle donne à live, comme ça. C'est bien, et c'est très, très intéressant. Merci Afsa. On va passer un petit magnéto, justement. Comment définiriez-vous ce qu'est le don? On a demandé aux Français. Qu'est-ce que le don? Le don, c'est effectivement aider des personnes ou des associations, des causes dans le besoin. Que ce soit financièrement ou donner de sa personne. C'est ça. Autant faire des actions que donner de l'argent. C'est peut-être pas que donner de l'argent, parce que je pense que tout le monde n'a pas les moyens, mais a quand même envie d'aider. C'est de donner quelque chose qui appartient à soi-même, quoi. Le don, c'est un acte de générosité. Pour moi, le don, c'est faire un geste de bon cœur pour une personne, pour un groupe de personnes, comme une association, etc. Et oui, voilà, simplement offrir sans attente spéciale et sans demander en retour. Pour moi, le don, c'est faire preuve de générosité d'abord, mais aussi d'aider quelqu'un dans le besoin immédiat. Le don, pour moi, ce serait de partager. Je pense que quand on a vraiment pour donner, on a envie de donner, c'est une question de partage. C'est une question de... oui, c'est ça, le mot qui me vient, c'est partage. Partager, donner à l'autre ce qu'on a, une partie de ce qu'on a en tout cas. Voilà ce que les Français ont répondu. Alors, selon vous, la France est-elle un pays généreux? La France, le gouvernement ou les Français? Les Français sont-ils généreux? Je pense que oui. Moi, ce que je connais, oui. Je sais pas si... Moi, je pense que... Moi, je pense pas. Mais là, Moi, je pense ah ouais? Enfin, pas à la hauteur des... Mais tu parles de quelle échelle? Du pays. Ok. Je pense que c'est pas à la hauteur des ressources de chaque Français. Est-ce que c'est ancré dans nos valeurs, justement, de donner en France, hein? Moi, j'aurais dit avant, oui. Parce qu'il y a aussi la tradition française de la table, le couvert vide, on ne sait jamais si quelqu'un vient, mais ça n'existe plus, on va parler de ça à quelqu'un, il va se dire je ne connais pas. Donc peut-être qu'avant oui, parce que les temps étaient très difficiles et qu'il fallait vivre vraiment en groupe. Maintenant, non, je ne pense pas. Il y a des personnes, et peut-être même moi, ça m'arrive aussi, hein, mais parce qu'on a grandi dans cette société, on voit des personnes qui dorment dehors, ou on les enjambe, ou ça ne nous fait rien. Du coup, non. Afsa? Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Walid. Plus qu'une tradition française, c'est quand même plus une tradition chrétienne. Et je pense que c'est très lié à la religion. Toutes les religions, de manière générale, vont parler de la générosité, du don, de la charité, que ce soit la religion musulmane, chrétienne, juive, le bouddhisme. Vraiment, on peut élargir ça à tout type de religion. Et le fait que l'État français se soit éloigné de ça, la conséquence, c'est qu'elle s'est aussi éloignée de certaines de ces valeurs-là. Ça, c'est une certitude. Après, est-ce que les Français sont généreux, pas généreux? Je pense que y a des chiffres qui ont été donnés, encore une fois, par les psychologues. Je m'appuie beaucoup sur les chiffres, sur les recherches. Dis-nous tout. Sur une société, globalement, ça va être du 80-20. C'est-à-dire qu'il y aura le 20 qui est divisé par 2, 10% de personnes qu'on va appeler prosociaux. C'est les personnes qui vont énormément donner d'eux. Et généralement, on les reconnaît. C'est ceux qui vont ouvrir des assos, ceux qui sont toujours bénévoles, qui sont là jusqu'à 22h. C'est vraiment ce genre de personnes. Il y a 10%, ils ne vont jamais donner. On n'arrivera pas à les convaincre. Ils ne donneront jamais parce qu'ils sont comme ça. Et les 80% qui restent, c'est le reste de la population. Et en fait, elle va suivre la majorité. Et généralement, ça va être plus
sur des événements ponctuels. Quand on voit le mouvement qu'il y a eu, par exemple, sur la guerre en Ukraine, les mouvements qu'il y a eu lorsqu'il y a eu les tremblements de terre en Turquie, en Syrie, le mouvement qu'il y a à des moments ponctuels, par exemple pendant le ramadan, ça va être des mouvements généraux. Et à partir du moment où la foule va commencer, ça va faire un petit peu effet boule de neige et tout le monde va commencer à donner. Mais il y a toujours les deux polarités et le centre qui va... Donc plus généreux, moins généreux, au même titre que le reste de l'humanité, je pense. Ok, merci. Mais là, ça tombe bien parce qu'on va faire un petit quiz. Donc, on va se munir de nos petits ardoises devant nous et de notre grosse craie. Ouais, balèze. Donc, je vais vous poser des questions et vous allez répondre vraiment ce que vous pensez que la réponse est. Donc, à votre avis, que représente la somme suivante ? 4,5 milliards d'euros. 4,5 milliards d'euros. Ça, c'est son salaire, ça. C'est toujours son salaire. Toujours un rapport avec le don ou toujours un rapport avec le don. Ouais, c'est 4, combien 4,5 milliards. Qu'est-ce que c'est? Nagui cache son ardoise, faut pas qu'on la copie. Sur la table. C'est dur d'écrire. Ouais. T'es mal à big. Les craies sont un peu grosses, mais voilà. Alors, qui a terminé? C'est la somme de nos impôts. On va commencer par Walid. Donc, moi, je pense que c'est le don, la somme totale des dons par an en France. Ok. J'ai mis pareil. J'ai mis pareil. Moi aussi, bon, on n'arrive pas à dire don des Français. Et vous avez tous juste. Ouais. Mais vraiment, bravo. Franchement, bravo. Donc 4,5 milliards, ça paraît quand même énorme. Ouais. Bah après, tout à l'heure, pour revenir à la question que tu disais, est-ce que les Français, ils sont généreux? En fait, quand vous avez répondu, ça a un peu nuancé mon idée. Parce que moi, quand on me dit français, bah moi, je vais en France. Ouais, mais après, la question, c'est aussi les sociétés françaises. Oui, mais les banlieues, c'est pas des endroits excentrés non plus, tu vois. De quoi Les quoi? Les banlieues. Ah exemple. oui. Moi d'où je viens, c'est super généreux, tu vois. Ouais. Si on va manger. Ouais, mais la banlieue, ça représente le pourcentage par rapport à la France entière. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que mon propos, il a été nuancé après, parce que je me suis dit, ah oui, on parle du. Tu t'es référé vraiment avec ta communauté. Moi, ce que je connaissais, et par exemple, nous, si quelqu'un va manger, bah, il ramène à manger pour tout le monde, des trucs comme ça, tu vois. Mais ça, c'est influencé par les cultures des personnes qui vivent dans les banlieues. C'est vrai, c'est vrai. Deuxième question, à combien s'élève le don moyen en ligne des Français en 2022? Par mois ou par an? Par an, à l'année. En pourcentage? En euros. Ah ouais. C'est uniquement en ligne? Là, le don moyen en ligne. Ah, mais c'est en ligne, là, 4 milliards, c'est total. En ligne. Moyennement. Par an? En moitié? En euros. Non, par personne. J'ai mis 2 milliards. Non. Le don moyen, je me suis peut-être mal exprimée, mais c'est le don moyen en ligne des Français. Bon, on va dire du français. En moyenne? Par du français, il n'y a pas les sociétés. Voilà, non, c'est particulier. Regarde, il va y avoir un juste prix. Le juste prix. On va commencer par Afsa, qui dit 150 euros. Par mois? À l'année. Ah, l'année. Ah ouais. À l'année, 150 euros. 120 pour moi. 120 euros. Bon, j'assume mon idée. J'ai mis 500 euros, donc très généreux. Allez, 187. Alors, je vais vous remontrer-moi un petit peu vos. J'ai de la crêpe proche. La plus proche. Il y avait écrit 500. La plus proche, c'est toi, Marie-Laure. Tu as mis 120 euros, c'est 131 euros. Voilà. Pas mal. Pas mal. C'est pas 500 euros, Nagui. Nagui qui est très très généreuse visiblement. En fait, j'étais en L, j'ai pas la notion des chiffres. Donc, selon vous, quelles sont les causes qui touchent le plus les Français? On va faire un petit top 3. Mais la cause, on va dire, la cause, première cause qui touche le plus les Français. On doit en mettre 3 pour faire un top 3, on en met un seul. Ok. Donnez juste la première et je vous donnerai le top 3. Allez. Je pense, hein. Ouais. Je pense. J'ai hésité aussi avec les... Non, les animaux. Les animaux, pardon. Ouais. Non, pardon. Je pense que c'est pas ça. Il y a les maladies aussi, je pense que c'est ça. Ah, ça a rien à mes idées. Les enfants. Le handicap. Mais t'avais même pas écrit. Le handicap. Et l'handicap. Ouais, alors, le téléthon. Il y a deux bonnes réponses, c'est l'enfant. La cause pour l'aide à la protection des enfants, c'est la première cause.
Ensuite, on a la protection des animaux. Ah ouais. Oh. 30 millions d'amis. Et numéro 3, c'est la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Ah ouais, j'étais pas dedans. Et les enfants, c'est la lutte pour les enfants. La protection des enfants. Des enfants en France ou à l'étranger En France. Ok. Ensuite, numéro 4. Quelle tranche d'âge, à votre avis, donne le plus en France? On les fait tranches d'âge, on a, de 10 ans ou... Les tranches 5, d'âge. 10 ans. Alors, Tranche d'âge. on a les tranches d'âge qui sont connues, c'est 18-24, 24-35, 35-45, les plus âgés, Bon, je m'y- 35-49, 50, ok, 40-50. 24-35. Moi, je sais pas une tranche. C'est la baguette. Alors, on va réduire un petit peu parce que 25, c'est quand même une grande. Alors, la tranche d'âge la plus généreuse, ce sont les cinquantenaires, entre 50 et 64 Ils ont ans. plus de revenus. Ouais, voilà. Donc, la tranche d'âge qui donne le plus, c'est 50-64 et juste devant les 35-49. Est-ce que ça fait du sens? Bon, Afsa qui a mis 25-60. Elle est dedans. J'ai bon. Elle a bon. Donc, voilà. Donc, à votre avis, quels sont les leviers qui incitent au don? Levier émotionnel. Levier émotionnel. Afsa? Je pense que les émotions, c'est ce qui va faire le passage à l'acte. Mais c'est pas forcément ce qui va donner en premier lieu la motivation de donner. Pour moi, inspirée des psychologues, la première raison pour laquelle les gens donnent, ça va être premièrement l'inclusion sociale, c'est-à-dire l'image qu'on a, nous, envers les autres, nous, envers nous-mêmes. Personne n'a envie de penser de lui-même, moi, je suis un gros radin. Non, généralement, ce n'est pas une qualité qu'on voudrait s'attribuer. Donc, on va donner parfois, ne serait-ce que pour se convaincre nous-mêmes. Mais tout ça, c'est des processus inconscients. Ça veut dire qu'on n'est pas là sur l'application à dire je vais envoyer 50 €, comme ça, aujourd'hui, je me sens bien. C'est vraiment quelque chose qui va jouer de manière inconsciente. Et il y aura d'autres raisons, du coup, plus conscientes qui vont être évoquées en disant c'est pour aider les enfants, c'est pour c'est pour soutenir les droits des femmes. Vrai, mais inconsciemment, il y a d'autres choses qui vont jouer. Donc, il y a cette... Sur notre identité et sur notre système de valeurs personnelles. Exactement. Le fait que déjà, socialement, on veut être inclus. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est une action qui est valorisée socialement. Donc, on va essayer de la mettre en place, que ce soit régulier ou de manière ponctuelle. Et en deuxième lieu, je pense que c'est l'identification. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va se passer un drame, une catastrophe ou quelque chose, on va parfois avoir envie de donner. Donc là, ça sera déclenché par les émotions, parce qu'on va s'identifier à ces personnes. Après, l'identification, on y reviendra peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais elle peut vraiment se manifester de différentes manières. Je pense qu'on est aussi motivé par parfois juste la cause, et on se dit que le don, c'est un moyen de participer à cette cause-là. Ouais, par exemple, bon, j'ai pas un exemple particulier, mais on peut être engagé, je sais pas, pour la lutte contre le cancer, et on se dit, le don, c'est un moyen de participer. Pour une catastrophe naturelle. Voilà. Récemment, en Turquie, en Syrie, des tremblements de terre, etc. Je pense qu'aussi, il y a une grande partie d'acculturation à la notion ou pas, parce que le don est perçu de différentes manières. On le voyait tout à l'heure dans le magnéto, il y a des gens pour qui le don, c'est partager, mais partager, c'est pas nécessairement faire un don financier. Il y a aussi tout ce qu'on peut apporter sur le plan personnel, voilà, des services qu'on peut rendre, du mécénat de compétences. Ça fait aussi partie de ce qu'on appelle le don en France, où on peut monopoliser beaucoup de choses, et je pense que ça dépend de si on a été habitué ou non. Il y a effectivement le regard que la société va porter sur nous et inconsciemment ce qu'on a envie de renvoyer comme image. Mais tu en parlais tout à l'heure, dans certains quartiers, c'est extrêmement valorisé, c'est extrêmement fort, en fait, le partage, la notion. Ça fait normal, ça fait partie de notre éducation également. Alors que dans d'autres quartiers, on peut vivre dans des endroits où personne ne s'adresse la parole et on ne sait même pas que notre voisin de palier, à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc, je pense qu'effectivement, il y a aussi une grande partie sur le fait de savoir si on a été éveillé au don, au partage avec les autres, ou si ça ne fait pas du tout partie de notre culture. Doit-on donner sans rien attendre en retour? Nous, on est entre personnes de bonne compagnie. Du coup, on va dire que non, il ne faut pas attendre de bénéfices. Mais je pense que ce serait... Ça peut être aussi, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y en a qui donnent beaucoup pour accéder, oui, avoir une bonne image, etc. Une bonne image, ou même dans l'au-delà, il y en a qui donnent vraiment pour avoir cette bonne conscience et ou émotionnellement
Il y en a qui se sentent isolés, tristes et qui ont envie de donner de leur personne pour combler peut-être quelque chose en eux. Alors vraiment, je reformule cette question. Doit-on donner sans attendre en retour ou est-ce OK de donner avec une petite arrière-pensée? Moi, je pense que c'est impossible de donner sans rien attendre en retour. Je suis d'accord. Pas par rapport aux autres, mais même par rapport à soi-même, si on se dit voilà, l'au-delà, etc. Parce que je pense que pour faire un don, il faut avoir de l'empathie, il y a des émotions, il y a quelque chose pour se dire je ressens la douleur de la personne, donc je veux. Donc je pense que c'est impossible. Pas de dire je vais donner comme ça, elle va dire que j'ai donné. Ça, non, ça c'est. Moi, je suis totalement contre. Enfin, totalement contre. La personne, si elle aide, bah, tant mieux, parce que la personne le bénéficiaire, il va être content. Mais en vrai, pour la personne, je sais pas si ça va lui apporter beaucoup. Mais je pense que c'est impossible de faire un don et qu'il soit genre 100% désintéressé. C'est comme si je disais, tiens, je te donne et je m'en fiche. Je pense que ça n'existe pas. Et au contraire, même, je pense que c'est une bonne chose de donner et d'attendre le retour, mais vis-à-vis de soi-même, en se disant, bah, ça m'a amélioré, je me sens mieux, c'est quelque chose de positif, parce que ça va pousser la personne, peut-être soit à donner plus, peut-être à travailler davantage sur elle-même pour qu'elle puisse plus donner par derrière, que ce soit en argent, que ce soit en temps, en compétences. Et je pense que c'est une très bonne chose, mais après de se dire, voilà, je vais donner, comme ça, eux, ils vont dire, comme ça, je vais accéder à tel truc. Je pense que c'est mauvais pour soi, pour la personne qui donne. Mais après, pour la personne qui reçoit, elle va être contente de recevoir ça. Mais après, en même temps, est-ce que moi, si j'étais dans le besoin, je serais content que toi, tu me donnes pour que derrière, tu dises « Ah, j'ai donné à Walid, regardez ». Moi, je me sentirais, ça me rabaisserait. Donc, c'est assez particulier. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi parce que quand je vois des gens, même c'est un truc que je voyais souvent sur les réseaux sociaux, des personnes qui donnaient, qui se montraient beaucoup, etc. Bah moi, même la personne qui est dans le besoin, j'ai l'impression qu'elle est un peu utilisée, tu vois. Elle est très déshumanisée. Mais il y a même des vidéos comme ça sur YouTube aux États-Unis où après la personne dans le besoin, tu sais, elle dit oh, ne me filme pas, ou même après elle rejette le truc, elle en veut pas. Oui, parce qu'on est vraiment déshumanisé. D'ailleurs, nous avons notre première émission qui parle de ça, donc Esmal de promouvoir ses bonnes actions sur les réseaux sociaux. Donc on vous laisse retourner sur cet épisode. Donc pour clôturer justement par rapport à ça, Afza, tu voulais dire quelque chose? Sur la question, doit-on donner sans rien attendre en retour? Pour le coup, je rejoins complètement ce qu'a dit Walid, c'est que aucun don n'est entièrement désintéressé, et que ce soit don financier, don de temps, don de personnes, d'engagement, parce que le minimum qu'on souhaite avoir en retour, c'est en fait un peu d'émotions plus positives, un peu moins peut-être de culpabilité, un peu moins peut-être de sensation de perdre son temps, de ne pas être utile, toutes ces choses-là, et donc avoir un petit peu un retour juste émotionnel plus positif. Et ça, c'est de toute façon quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler. On l'obtiendra qu'on le veut ou non. Donc je pense que le don entièrement désintéressé n'est pas possible, mais qu'évidemment faire des dons pour la fame, faire des dons pour les réseaux sociaux, pour les abonnés, tout ça, là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus extrême. Je pense simplement qu'il y a une différence, dans ce qu'on appelle le désintéressement, il y a peut-être une différence entre effectivement le mécanisme émotionnel que ça crée en nous, qu'on ne contrôle pas. Effectivement, même si on part simplement de l'envie de ne pas voir cette injustice sociale, parce que techniquement on est tous des êtres humains, c'est difficile d'accepter, quand on a un minimum d'empathie, et je pense qu'on en a à peu près tous, que quelqu'un qui soit comme toi, comme moi, comme nous tous autour de cette table, vivent dans la rue, n'aient pas accès à une douche tous les jours pour se laver, n'aient pas accès aux mêmes droits que ce que nous, on peut avoir. Donc, effectivement, il y a ce mécanisme-là. Et puis après, effectivement, il y a l'extrême de donner uniquement pour se faire voir. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un entre-deux de personnes qui veulent donner et conditionner le don. Ça ne serait pas la première fois. À titre personnel, j'ai déjà aussi donné à des personnes sans abri ou autres. Et j'ai déjà entendu des gens qui me posaient la question, mais ça ne te gêne pas qu'ils aillent acheter, par exemple, de l'alcool avec ? Et c'est des questions où je me dis, effectivement, il y a une notion de désintéressement qui est parfois peut-être un petit peu différente selon l'angle sous laquelle on l'aborde. Et il y a différentes façons de conditionner, entre guillemets, un don.
je pense. Ça, on va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Donc moi, j'ai cette question. Selon vous, est-ce que le don doit-il être un lien que l'on tisse une relation entre donneur et receveur? C'est vrai qu'il y a des personnes, comme on l'a évoqué précédemment, qui donnent en ligne et puis qui aiment bien voir le résultat. Il y a d'autres personnes qui aiment bien aller vraiment sur le terrain et voir les gens. Est-ce que c'est important de tisser un lien avec les personnes que l'on aide? Absolument. Enfin, je reprendrai les 3 principes que j'ai évoqués tout à l'heure pour que on puisse avoir cette zone de la récompense qui s'active dans le cerveau et avoir à nouveau envie de donner. Tisser du lien, c'est important. Après, à quel niveau? Parfois, tisser du lien, voir les photos, ça nous suffit. Sans même que ça soit, par exemple, l'enfant que nous, on n'a pas parrainé nominativement, mais juste de manière générale, voir les retours de l'association. Et il y a vraiment tisser du lien. On veut aller nous-mêmes sur le terrain, on veut participer à la construction de l'école, on veut. Donc après, ça, je pense que c'est propre à chaque personne, mais qu'il faut qu'il y ait tout de même un minimum de lien, de comprendre à qui on donne et pourquoi on donne, et pour contrer aussi cette peur, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Walid, des arnaques généralisées qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Toi, Marie-Laure, qui a été sur le terrain, est-ce que tu as des anecdotes à raconter sur des liens que tu as pu peut-être tisser avec des personnes C'est très particulier. Pour 2 raisons. Alors, je dirais que partir sur le terrain, c'est quelque chose, c'est très fort comme expérience à vivre. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. On a des personnes qui travaillent même dans le domaine humanitaire qui ne souhaitent pas forcément partir sur le terrain parce qu'effectivement, c'est beaucoup d'émotions. C'est être confronté parfois à la misère du monde et c'est parfois très, très difficile selon les pays dans lesquels on peut intervenir. Et oui, effectivement, je suis partie, par exemple, cette année, je suis partie au Cambodge et c'est extrêmement touchant. Il y a une dame qui était très âgée qui m'a vue. Alors déjà, c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous prennent en photo et qui vous demandent comment ça va, qui veulent vous serrer la main, etc. Et il y a une dame assez âgée qui est venue, qui m'a pris les mains et en fait, elle voulait plus me lâcher. Et la seule chose qu'elle m'a dit, on a beaucoup discuté un petit peu de son histoire et elle m'a juste dit tout ce que j'espère, c'est que vous ne m'oublierez pas quand vous serez rentrés chez vous. Et c'est extrêmement touchant. Il y a même des petites filles aussi qui sont venues et qui ont voulu prendre des photos avec moi. Et c'est un peu étrange parce qu'on vous voit comme une héroïne, entre guillemets. Et en fait, c'est même parfois un peu dérangeant parce qu'on se dit, moi, je fais simplement quelque chose qui me paraît normal, qui me paraît humain. Mais c'est vrai que ça touche énormément les gens et avoir ce genre de retour-là, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions et c'est quand même, on va dire, très gratifiant quand on fait ce métier. Il y a parfois des moments un peu difficiles et on va dire que c'est ce qui nous motive à toujours continuer de donner et d'aider les autres. Merci de partager ça avec nous. Vous avez d'autres anecdotes peut-être autour de la table? Non, j'ai pas d'anecdote, mais pas de ce niveau. Non, pas de ce niveau, c'est sûr. Mais pour répondre à la question, moi je pense que ça dépend du don. Personnellement, si je donne de l'argent, je préfère pas avoir de lien avec la personne parce que j'ai peur que la personne ne soit un peu trop reconnaissante et que moi, j'ai pas envie de créer une dépendance. Je veux vraiment qu'elle se dise j'ai donné et j'ai plus rien à voir. Donc, tu veux te décharger un petit peu peut-être de toutes les émotions. Ouais, voilà. Mais quand c'est des dons, on va dire plus de temps, etc. Là, je pense que c'est important de créer du lien. Quand par exemple on accompagne des jeunes, etc. Moi, parfois il y a des jeunes qui viennent me voir et je vois c'est un lien plus qui se crée. Presque amical, familial. Là, je pense que c'est important. Aussi dans les EHPAD, aller voir les personnes âgées, jouer avec elles, discuter, c'est important. Donc on va passer à la prochaine question. Est-ce que l'acte prime sur l'intention en matière de donation? Tant qu'il y a l'acte, c'est OK, même si c'est pour des déductions fiscales, pour se donner une bonne image, intérêt personnel. Vous pensez quoi de ce sujet? Beaucoup... Je pense que ça dépend de dans quelle catégorie on va rentrer ça. Si on parle de genre la personne elle-même, moi je pense que l'intention elle prime. Si c'est moi par exemple qui donne, c'est l'intention qu'elle prime. Si c'est pour le bénéficiaire, si tu te dis bah écoute c'est pour défiscaliser par exemple, tu vas défiscaliser même 50 000 euros. Mais le gars là en Afrique il a besoin des 50 000 euros. Tous les cas. Du coup c'est génial. Donc en fait que tu l'aies fait par bonté de cœur ou simplement parce que tu vas gagner même plus d'argent derrière. En vrai, donne, on s'en fiche. Même si on va dire c'est un tel comme ça, il a dit oui regardez j'ai fait parce qu'il y a eu ça pendant les crises Covid, les machins ou quand il y a des et après on dit oh regardez la société un tel a donné, ce pays-là a donné. C'est pour qu'ils se redorent le blason. Ils se disent voilà on est bien, on est machin. Mais au final
C'est tout bénef pour le pays dans tous les cas. C'est tout bénef dans le pays. Après, il faut faire attention aussi à c'est nous qui vous avons aidé, c'est nous qui avons tout fait. On a... Voilà, donc attendre en retour il ce faut qu'on faire disait attention tout à parce que l'heure. ça, après, ça, en fait, c'est même plus, c'est plus un don, c'est de l'achat. Ouais. Je t'achète. Ah, t'es dans la galère, t'es machin, je vais t'acheter un appartement, je vais t'aider pour ton loyer. Ah, t'as vu, c'est moi, t'es redevable avec moi. Et après, ce qui est pire, c'est à l'échelle d'un pays. Ah oui, ils nous ont aidés, alors on va faire tout ce qu'eux ils veulent. Et des fois, il y a des intérêts comme ça. Mais après, si c'est, je pense, il y a plusieurs niveaux. Quand c'est au niveau personnel, je pense que c'est l'intention. Ouais. Le plus important, c'est l'intention. Mais je te remercie. On va passer à la suite. Du coup, donc, tous les dons sont-ils bons à prendre? On va passer en revue quelques tweets qui nous ont marqués avec l'équipe. Donc, le don sans condition. On va mettre les tweets et on va réagir tout de suite. Du coup, premier tweet. Des personnes vident leur grenier au lieu de donner des vêtements. Le magasin Carolo poursuit la collecte de dons pour les victimes du séisme en Turquie. Donc, que pensez-vous de ça? Il y en a qui vident leur grenier pour donner. Est-ce que tous les dons sont bons à prendre? Moi, j'avais vu une autre vidéo aussi sur Twitter où on voyait justement des dons de vêtements où c'était des vêtements déchirés ou de la lingerie sale, des trucs comme ça, etc. Moi, je pense que quand on fait des dons, c'est aussi important de prendre en compte la dignité de la personne à qui ou des personnes à qui on fait le don, tu vois. Que ce soit de la nourriture, que ce soit des vêtements, n'importe quoi. C'est pas une poubelle, en fait, tu vois. Si tu peux pas donner des dons, on va dire matériels, autant donner de l'argent, des choses comme ça. Mais pour moi, je suis désolée, je veux dire, c'est dégueulasse, voilà, de donner des trucs déchirés, etc. Parce que autant les jeter. Et parce que quand tu donnes comme ça veut dire quoi? C'est juste, tu voulais vider ta maison, tu voulais, tiens. Mais en fait, non. Alors, prochain tweet. Parmi les dons de certaines personnes pour la Turquie, des vêtements d'été, des vêtements sales, des vêtements pour bébés avec du vomi, des verres et du moisi. Quelle honte. Ils abusent. Donc, on revient sur ce que tu disais. Hein, il faut quand même respecter. Ce qui est important, et nous, ce qu'on défend à Life, on a aussi fait au tout début de Life, il y a eu effectivement aussi de la collecte de vêtements ou ce genre de choses. Le principe qu'on met en avant, c'est véritablement de donner ce que nous, on aimerait recevoir. Voilà. Respecter, comme tu disais, la dignité humaine de chaque personne. En effet, je ne pense pas que vous aviez envie de donner, admettons, un de vos proches vient de donner naissance à un enfant, vous n'allez pas lui donner vos vieux vêtements de bébé avec du vomi ou autres qui sont déchirés ou abîmés. Donc, je pense se mettre un petit peu à la place aussi des personnes qui reçoivent les dons et justement respecter ça et offrir quelque chose qu'on aimerait aussi nous-mêmes recevoir. Le prochain tweet. Je comprends que les dons de vêtements d'été, c'est un scandale et je suis d'accord avec vous sur le fait que ça ne se fait pas. J'ai vu des sandales et je trouve ça aberrant de donner ça. Mais alors, les sous-vêtements, les sous-pulls, je ne comprends pas pourquoi vous râlez là-dessus. Les gens s'habillent sans sous-vêtements, point d'interrogation. Pour moi, je trouve ça logique de donner ça. Et peut-être que les gens n'avaient que ça à donner. Donc voilà, en fonction des besoins. Il y en a qui sont déjà dans le besoin, qui donnent ce qu'ils ont à leur échelle. Donc est-ce que c'est acceptable ? Mon opinion là-dessus, ce serait que si on n'a pas beaucoup de choses matérielles à donner, on peut donner du temps. On aurait pu aller de bénévole pour trier les vêtements, on aurait pu aider de plusieurs manières différentes qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas financières. Parce que là, on peut voir que l'important, c'était plus l'acte, donner pour donner, et que ces personnes tenaient à donner, et ça, c'est admirable, il n'y a pas de souci avec ça, mais qu'on n'a pas du tout mis de sens derrière cet acte-là. Parce qu'au final, on a pris un petit peu ce qu'on avait et on a donné. Parce que l'acte était important. Mais on n'a pas pensé à la dignité, comme tu disais, Marie-Laure, des personnes qui sont en face. Après, ce que je trouve intéressant dans ce tweet-là, ce qui met aussi en avant, c'est que parfois, on a une grande vision des dons matériels. Qu'est-ce qu'il faut donner ? Des manteaux, des pulls, des baskets. Et c'est vrai qu'on ne va pas penser à des choses qui sont parfois peut-être plus intimes, plus féminines. Par exemple, des sous-vêtements pour les jeunes femmes. Exactement. Pour, par exemple... c'est des choses auxquelles on ne va pas forcément penser, mais qui sont vraiment nécessaires. Et on va se dire, je ne vais pas envoyer des couches. Peut-être que si, il aurait fallu envoyer des couches, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui était nécessaire. Mais ce n'est pas joli de dire, j'ai envoyé des couches, tu aurais quand même pu envoyer autre chose. Donc là, après, c'est un petit peu... je pense qu'il n'y a pas de manière parfaite de donner, mais au moins mettre du sens dans ce qu'on fait et penser, comme tu disais tout à l'heure, se mettre à la place de la personne qui est en face. Tout à fait.
Alors, une personne dans le besoin a-t-elle déjà refusé votre aide pendant une action altruiste? Est-ce que ça vous est déjà J'ai ces anecdotes. Oh là là. Ah là là. Et depuis ce jour, j'étais dans le métro. J'étais encore étudiant. Je crois que j'étais sur la ligne 3. Et je sais plus, je rentrais des cours où j'y allais. Non, je rentrais des cours. Et j'avais un petit Tupperware de taboulé Bon Duel. Alors, je venais de l'acheter, mais j'allais pas le manger. Il était fermé, il était frais. Et je me suis dit, le temps que je rentre chez moi, parce que j'avais beaucoup de trajets, je me dis, il va plus être bon et tout. C'est dommage de le gâcher. Et il y a un gars qui rentre, un blanc, 1m80. Je pense qu'il devait avoir moins de 30 ans. Et il dit, ouais, s'il vous plaît, comme dans le métro, donnez-moi une pièce. Je dis, encore un gars comme ça et tout. Et il dit, ouais, même un morceau de pain, je le prends. Wow, je me suis dit, lui, c'est sûr, il est dans la galère. Donc il vient, il passe. Donc moi, j'ouvre mon sac. Je suis grave content. En plus, il était frais, Bon Duel, super bon. Taboulé à la menthe, petit. Et je lui dis, il veut vendre son taboulé. Et je lui dis, franchement, ça m'a fait grave plaisir. Je lui dis, tiens, parce que quand il a dit même un morceau de pain, je me suis dit, ouais, le gars qui dit ça, c'est qu'il est en galère de ouf. Je lui donne, il me regarde, il me dit, t'as pas autre chose? Genre, j'en veux pas, je veux pas ça. J'ai regardé. J'ai dit, non, j'ai pas. Et il a continué à marcher. Mais il l'a pris ou pas? Non, il a pas pris. Genre, c'est pas ça que je veux. Et je dis, mais toi, t'as pas faim, toi, en vrai. En plus, c'était un bon truc, c'est pas comme si c'était un truc. Non, il avait pas faim. Il a dit oui, une pièce, un ticket resto, un billet, même un morceau de pain. Je me suis dit, le gars qui dit même un morceau de pain, c'est qu'il est par terre. T'en as besoin. Et là, voilà, donc il a refusé, et en vrai, ça m'a... Ça t'a tourmenté, tout ça. Moi aussi, ouais. J'ai une anecdote qui est un peu similaire, mais pas totalement. Du coup, moi, c'était quelques jours avant l'Aïd el-Fitr, du coup, la fin du Ramadan. Et il faut donner, du coup, une aumône en nourriture, la zakat el-Fitr. Et je rencontre une dame qui me dit, oui, est-ce que tu veux me donner ta zakat, etc., en sortant des transports? Je dis, ah oui, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, je me dirige vers un supermarché pour acheter des nourritures, des denrées alimentaires. Souvent, c'est des lentilles qu'on achète, du riz, des choses comme ça. Et elle me dit, ah non, moi, je veux des chaussures. Je la regarde. Je dis, si tu veux pour les chaussures, mais ta zakat, ça va être de la nourriture. Je dis, non, c'est bon, j'ai des chaussures. Mais à la fin, moi, je lui ai dit, ah non, je te prends de la nourriture. Ouais. Du coup, je lui ai pris des denrées alimentaires, du chocolat, des trucs comme ça. Mais ça m'a fait un peu rire. Ouais. Et après, je ne lui en ai pas voulu. Je ne l'ai pas vu d'un mauvais œil parce que je pense que c'est aussi ce dont elle avait besoin. Mais sur le coup, je me suis dit, ah ouais, quel culot quand même, tu vois. Quelle audace. Quelle audace. Vous avez d'autres histoires à raconter? Moi, Marie-Laure, elle a quelque chose. Je ne travaillais pas dans une ONG. Je travaillais en lien avec une administration. Et en fait, il y avait une association qui était en lien avec des assistantes sociales qui avait pour but de trouver des logements à des personnes sans abri. Et ils ont reçu une dame qui vivait depuis très longtemps à la rue, qui avait des chiens, et voilà. Donc elle leur a expliqué toute sa situation et ils lui ont dit, bon d'accord, quelques temps après, ils l'ont recontactée, on lui a dit, on vous a trouvé un appartement. Et en fait, j'ai été assez abasourdie par la réaction, parce que quand elle y est allée, elle a estimé que l'appartement était trop petit, qu'elle n'avait pas de jardin, et du coup, elle a refusé l'appartement, alors que, entre guillemets, et en préférant vivre à la rue. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément marquée, parce que j'ai un proche qui a vécu dans la rue et à qui personne n'a tendu la main. Donc effectivement, cette réaction-là m'avait beaucoup marquée. Je me suis dit, c'est étrange, entre guillemets, d'être dans une situation de besoin, de dire qu'on a besoin, parce qu'elle voulait toujours qu'on lui trouve un appartement, mais on lui trouvait un appartement et elle voulait, entre guillemets, quand même, entre guillemets, exiger avoir des exigences très précises, très particulières pour son appartement. Elle avait un chien, effectivement, et je pense que c'était en partie pour ça, mais c'est la réaction et un petit peu la violence de la réaction sur le coup qui m'a beaucoup marquée, et donc je me souviens encore et qui m'avait interpellée. Ouais. Et Afsa, du coup, est-ce que tu as quelque chose? Nous, c'est plus des jeunes, donc les adolescents qu'on accueille en protection de l'enfance. Il nous est déjà arrivé d'avoir des jeunes qui, donc lorsqu'on leur fait l'habillement tous les mois, ils ont un budget pour ça. Et des jeunes qui viennent vraiment d'un parcours, par exemple du Bangladesh, un parcours très difficile parce qu'il travaille dans des usines de textiles, il est venu seul, il a traversé toute l'Europe. Et lorsqu'il est arrivé en France, certains éducateurs étaient un peu dans une démarche écologique, dans le sens sensibiliser les jeunes à acheter des produits éthiques. Acheter des vêtements, ok, mais même quitte à mettre un peu plus de prix, que ça soit éthique pour que ça dure sur le temps. Et ils voulaient absolument en fait, un t-shirt
t-shirt Nike qui avait été créé au Bangladesh et on trouvait ça un petit peu... et ils refusaient d'acheter, par exemple sur Vinted, ils refusaient d'acheter, c'était vraiment aller dans le magasin Nike pour acheter celui-là ou sinon rien d'autre lui convenait. Après, on met un petit peu ça aussi sur le comportement adolescent, ils sont jeunes, mais c'était un petit peu mal accepté par son groupe de pairs, être validé par ses amis, etc. Ok, ben, pas mal de choses. Là, on va regarder un petit magnéto justement sur le don, sur le conditionnement du don, et on fera un petit tour de table juste après. Que pensez-vous des dons conditionnés? Je suis pas d'accord de donner et qu'après soit utilisé pour acheter de l'alcool ou pour des choses qui seront néfastes pour la personne à qui je l'ai donné. Si j'ai donné quelque chose, c'est pour son bien et c'est pour qu'il aille mieux et qu'il s'en sorte un peu dans la vie, si j'ai donné quelque chose à cette personne. Si vous donnez, c'est que ça me fait plaisir ou ça me fait du bien de donner. Ensuite, je peux comprendre que certaines personnes veuillent conditionner leur don, mais c'est pas ma conception. Un don, ça doit être fait de bon cœur et sans mauvaise intention derrière. Enfin, tu t'es engagé à faire un don ou tu veux faire un don de toi-même, t'as pas besoin forcément de conditionner le don. Un SDF, n'achète pas d'alcool avec ça. Tu donnes l'argent de bon cœur et puis voilà. Parfois, il faut donner sans retenue et parfois, il faut effectivement peut-être poser quelques conditions. Avec l'objectif que la personne qui va recevoir ce don puisse améliorer ses conditions. Ouais, mais je suis complètement mitigée parce qu'en fait le principe de donner justement c'est pas d'émettre forcément une condition par derrière. Pour moi c'est justement sans avoir une attente derrière. Mais c'est vrai que dans le principe moi ça me ferait de la peine qu'il aille l'utiliser pour quelque chose de néfaste à son égard. Donc ouais, je suis assez mitigée, je trouve la question délicate. Le don ne doit pas être conditionné, on ne doit pas dire je donne si seulement cette personne va à ça ou ceci ou cela. Donc je pense que le don ne doit pas être conditionné. J'aime bien demander quand ça m'arrive dans la rue de donner justement à un SDF, c'est de demander qu'est-ce que vous voulez, je vais faire des courses là et ramener ce dont il a besoin. Après s'il n'a pas vraiment d'idée ou que je passe pas justement au supermarché, je donne et après il fait ce qu'il veut avec. Oui, je pense qu'effectivement, il ne faut pas... mon point de vue, si on donne sans avoir à chercher le pourquoi du comment. L'important, c'est d'aider cette personne à ce moment-là. Alors, je ne donne pas aux SDF car ils achètent de l'alcool. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je sens que... D'accord. T'en penses quoi? Si le SDF me dit « donne-moi pour que j'achète ma bière », je ne vais pas lui donner. Mais après, si tu vois un SDF qui est dans le besoin... franchement, c'est délicat parce que tu vas dire non, il va acheter de l'alcool. Ouais, mais peut-être que, je sais pas, j'ai des bêtises, t'as vendu une paire de Nike à quelqu'un, tu dis peut-être qu'avec l'argent que lui il s'est fait au machin, il va. C'est assez particulier. Après, je pense que si on veut conditionner le don pour améliorer la condition de la personne, je pense qu'il faut davantage s'investir. C'est l'exemple du gars qui donne un poisson, genre je te donne pas un poisson mais je t'apprends à pêcher. Comme ça, tu n'auras plus jamais besoin de manger, t'auras plus jamais faim. Donc je pense que si on veut conditionner, c'est si on va dans une démarche beaucoup plus profonde, comme toi que tu as avec les jeunes. Si toi tu mets du temps avec eux, tu dis moi je vais prendre du temps avec vous, mais vous faites pas n'importe quoi. Donnez-vous à 100%. Essayer de travailler mieux à l'école ou faire d'autres trucs ou d'apprendre. Là, en vrai, tu peux mettre une condition parce qu'en vrai, tu t'investis vraiment. Si tu dis ouais, je vais faire avec vous et puis juste après il fait n'importe quoi, tu dis non, c'est pas comme ça, sinon moi je t'aide pas. Mais je pense que le don où il y a peu d'investissement, comme par exemple donner ou autre, je pense pas que ce soit nécessaire de penser est-ce qu'il va acheter ça ou est-ce qu'il va faire ça. À part s'il dit ouais, je vais acheter de la bière là où je vais pas lui donner. Donc est-ce que vous trouvez que c'est normal que les gens se basent sur qui basent leurs dons sur les préjugés ou leurs croyances, Hafsa? Je pense que c'est une question très délicate, c'est qu'il va y avoir autant de réponses que de personnes. C'est sûr que, par exemple, éthiquement, étant musulmane, je vais avoir cette première pensée de « je n'aimerais pas qu'il ait acheté de l'alcool ». Maintenant, on peut avoir cet avis sur les personnes qui sont SDF et souvent alcoolisées. Il fait pas d'efforts, il essaye pas de s'en sortir. Moi, je lui donne pour que ça l'aide et au final, il va boire. Faut pas oublier que c'est quand même une addiction, c'est une maladie, c'est pas forcément une volonté de sa part. Il n'arrive pas à faire autrement. Et donc là, je rejoins ce que tu disais, Walid. Dans ce cas-là, il faut s'investir en profondeur, sur le temps, enfin sur la longue durée. Mais d'un autre côté,
si, là on parle du don financier, mais parlons du don de temps, du don de personnes. Si on nous disait, viens t'investir, viens être bénévole à Life, mais si tu donnes, tu donnes. Il n'y a pas d'horaire, on t'appelle à n'importe quelle heure, et puis les missions, elles peuvent durer des jours et des jours, on ne donnerait pas. On est obligé parfois, en tout cas en dehors du financier, de conditionner un petit peu le don pour que ça reste viable et supportable dans la vie de chacun. Mais je crois que c'était toi, Nagui, qui le disais tout à l'heure, quand on donne à la personne, il peut y avoir parfois cette sensation de redevance. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu le positionnement qu'on prend quand on conditionne notre don, en disant je te donne, mais tu ne fais pas ça avec. C'est-à-dire que c'était mon argent, je te le donne, ça reste mon argent entre tes mains, et comme c'est moi qui te l'ai donné, c'est moi qui dois décider. Donc c'est quand même on peut exiger un comportement de celui qu'on aide. Est-ce qu'on peut émettre des conditions en donnant? Personnellement, me jetez pas la pierre, hein. Mais c'est vrai que j'ai en fait avec la dame qui voulait des chaussures. Moi j'ai un peu de réticence à donner à des personnes qui ont des addictions. Parce que justement, j'ai pas envie de contribuer à ces addictions-là. C'est pas parce que je veux pas leur donner à eux, mais si je sais qu'elles vont prendre de l'alcool ou elles vont utiliser des drogues, etc., ça va les plonger encore plus dans leur addiction. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je préfère, comme on a vu, aller prendre à manger directement ou aller prendre quelque chose avec eux et dire viens, tu as besoin de quoi, je vais te le chercher. Parce que justement, je le vois pas comme j'ai envie de te materner ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment parce que je sais que l'addiction, c'est une autre tare en plus de la pauvreté. Donc si je peux aider aussi dans celle-ci, je vais plutôt agir comme ça. Donc pas donner de l'argent, mais donner quelque chose d'autre. Marie-Laure? Effectivement, question très épineuse. Je pense... C'est difficile après de suivre la personne, d'exiger un certain comportement. Si la personne, c'est ce qu'elle a besoin, enfin je ne parle pas forcément d'addiction ou quoi ou presque, mais est-ce que c'est légitime de vouloir choisir pour la personne? C'est ça le truc. Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut se mettre à la place des gens. Honnêtement, quand quelqu'un qui veut donner, par exemple, à une personne sans abri, c'est vrai qu'on a beaucoup cette image des personnes sans abri qui boivent de l'alcool, qui se droguent. Il y a deux aspects que les gens ne prennent pas souvent en compte. Notamment en hiver, par exemple, c'est la seule chose qui leur tient chaud. Il y a beaucoup de sans-abri qui vous le diront si vous prenez le temps de discuter avec eux. Ils boivent parce qu'en fait, alors premièrement, ça crée une espèce de sentiment où on oublie sa condition, on oublie là où on est, ça fait passer les journées, ça tient chaud, et c'est un petit peu le seul refuge qu'ils trouvent. Et deuxième chose, il y a des personnes sans abri qui se battent pour ne pas tomber dans des addictions ou s'en sortir, parce qu'ils se rendent compte que effectivement c'est une maladie, comme tu le disais, Asfa. Et c'est extrêmement dur pour eux parce qu'en fait, il y a une forme d'entraide entre les personnes sans domicile fixe. Et malheureusement, il y a beaucoup de groupes, justement, ça va passer par tu veux une cigarette, tu veux une bière, tu veux, peu importe. Et en fait, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, aller donner à la personne, effectivement, si c'est quelqu'un qui vient de voir, comme tu disais, Walid, donne-moi ce que tu peux parce que je veux aller m'acheter une bière. Je pense que la majorité des gens auront une réticence à donner pour ça, pour quelque chose qu'on sait qui est néfaste finalement. Il a l'honnêteté de le dire, hein. Il pourrait très bien utiliser l'argent. Oui, ne t'inquiète pas, j'ai m'acheté un verre d'eau, mais non, tu vois. Voilà, et à côté de ça, je pense que c'est très compliqué, effectivement, de dire si on a envie de donner, c'est quelque chose d'altruiste. À la base, l'intention, elle est d'aider la personne ou que la personne cède par elle-même. Si on a la possibilité d'apporter plus, d'aller plus loin, et de donner pour que la personne soit autonome, la fameuse histoire avec le poisson et le pêcheur, c'est mieux, je pense, parce que pour les personnes et même pour les pays, à hauteur de pays, c'est ce que je vois aussi dans mon métier, il y a des pays qui raisonnent sur le fait que l'aide humanitaire doit avoir pour vocation d'autonomiser les autres pays et d'autres pays qui se disent en fait c'est une ponction, mais la ponction elle peut durer jusqu'à l'infini. Voilà. Bien sûr. Et aussi, pardon, excuse-moi, mais ce qui me dérange un peu, c'est quand on dit voilà, je vais pas donner un SDF parce qu'il va acheter de l'alcool, et quand on dit ça, on rejette un peu une faute sur le SDF, on lui donne un tort et un peu le mauvais rôle, il va utiliser mon argent pour acheter de l'alcool, sans comprendre justement pourquoi il le fait. C'est pour ça que si on peut donner autre chose, c'est mieux, mais ne rien donner, je pense que c'est pas la bonne solution. Tout à fait. Pour conclure sur ce sujet, quels conseils donneriez-vous à des gens qui veulent devenir des life changers en donnant leur temps ou leur argent ou de faire des actions altruistes? Quel conseil? Est-ce qu'on doit donner un seul conseil? Identifier les autres. Donner à Life, c'est facile. Vous pouvez toujours en barre
d'informations, faire un don si vous le souhaitez. Et l'association est 100% transparente. Vous pouvez aller voir sur le site internet. Vous avez peut-être des conseils, Afsa? Oui. Orienter son don, en fait. Plus un conseil pour peut-être encourager les personnes et les jeunes en particulier à venir s'engager dans des associations, dans des ONG. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites au Canada et qui ont été répliquées par la suite dans plusieurs pays, qui montrent que quand on s'engage dans une action bénévole, donc de don de son temps ou de don d'argent, généralement on en ressort avec une plus grande satisfaction qu'un achat qu'on aurait fait pour nous-mêmes. Et comment ils ont prouvé ça? Ils ont pris un groupe de jeunes, donc ils leur ont donné à chacun soit 5 €, soit 20 €. La moitié du groupe, ils leur disaient donc vous achetez quelque chose pour quelqu'un d'autre, ou vous allez faire un don, ou vous choisissez une association. Et la moitié du groupe, c'était c'est pour toi, cadeau, t'en fais ce que tu veux. Et donc ils ont fait un questionnaire avant et un questionnaire après. Ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de satisfaction pour les personnes qui ont utilisé leur argent pour autrui, donc un don pro-social de temps, d'argent, de matériel, que les personnes qui ont fait un achat pour eux-mêmes. Et quelle que soit la somme d'argent, que c'était 5 € ou 20 €, et que cette satisfaction, elle a plus duré sur le long terme. Par exemple, on va s'acheter une paire de baskets, on va être content à l'instant T, mais si on avait utilisé ces mêmes 150 € pour faire un don, pour soutenir un orphelin ou pour venir s'investir dans une association, eh bien, il faut savoir que ça vous rendra heureux sur le long terme, donc il ne faut pas hésiter à s'investir. Je reviens sur ce que tu disais également, ceux qui n'ont pas forcément les moyens de faire des dons ou de donner de l'argent, donnez de votre temps. Parce que le temps, c'est important aussi, que ce soit d'aller de rendre visite à des personnes âgées en maison de retraite, qui la plupart du temps, c'est des gens qui sont très isolés, leur famille ne va pas souvent les voir. Il y a plein d'autres exemples, bien sûr, mais voilà, donc si vous n'avez pas l'argent, au moins, donnez de votre temps. Même des compétences aussi. Ouais. Par exemple, il y a quelqu'un, c'est c'est un bricoleur, c'est un électricien. Il peut donner du temps et il dit voilà, le week-end, je vais faire. Je sais que dans mon quartier, où ils ont des problèmes d'électricité, de plomberie, ils n'ont pas pour changer la chaudière. Je donne de mon temps. Même un maçon. Même l'administratif, juste aider à lire des lettres. Exactement. Oui, voilà, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'être éduqués, d'avoir une éducation, qui ne savent pas lire. Même, je crois que dans ton association aussi, ils peuvent donner ce genre de service. Il y a une plateforme dont je voulais parler brièvement qui s'appelle Indigo, qui est une plateforme d'entraide. Donc n'hésitez pas à la télécharger. Donc vraiment pour donner des services, des biens, du matériel, n'importe quoi, du temps. C'est une façon de communiquer un petit peu avec des gens qu'on ne connaît pas et d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice en termes de dons. Donc du coup, donc voilà. Et puis dernier conseil aussi, avoir le bon comportement quand on donne. On va faire ça pour les réseaux sociaux, donc référence à l'épisode 1 qu'on a tourné. Donc écoutez, je vous remercie en tout cas pour ce partage. Vous avez dit des choses très très intéressantes. Le petit mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Et ne pas oublier aussi, parce que souvent quand on parle de dons, quand on dit don, on pense à l'Afrique, on pense à l'Asie. Oui. Mais il y a notre quartier, il y a notre rue, mais il y a aussi notre foyer. C'est-à-dire faire des dons peut-être à sa femme, à son mari, à ses enfants, passer du temps avec eux, c'est du don, les aider. Et les grands-parents aussi. Et si le foyer, moi je suis convaincu que si le foyer il est épanoui, peut-être que la rue elle sera épanouie, le quartier sera épanoui, la ville elle sera épanouie, le département et ainsi de suite. Et des fois on va chercher jusqu'à comment est-ce que je peux aider, mais ça se trouve la personne que tu peux aider, elle est dans la... Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et il n'y a pas de petits dons. Si tu n'as que 1 € à donner, donne-les 1 €. Avec 1 €, on peut même avoir un repas avec Life. C'est vrai. Voilà, en plus, n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux de Life ONG pour soutenir les actions. Et dans barre d'infos, vous avez le lien si vous voulez faire un don. Partagez cette vidéo si elle a été intéressante. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu et les commentaires, donnez votre avis. On va lire et répondre. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir et vous revenez quand vous voulez. Merci à toi. À très bientôt pour un nouvel épisode de Live Talk.